car nous avons la pissaladière. Ce jour-là, Ben chante son amour de Nice et son art de la pissaladière. Une association d'art contemporain lui a demandé de lancer son week-end de fête. L'artiste adore les défis, il a accepté. Il est là aussi, Ben. Oui. Alors c'est sauvage. Regardez-moi Michel-Ange, regardez-moi ceci, regardez-moi Spaghetto Lucateo, c'est moi qui ai fait la musique, regardez-moi. Il n'y a que de l'ego. Je suis avec ma petite fille qui n'est pas encore très sensible aux performances de Ben et aux lectures sur Marcel Duchamp, mais j'espère bien qu'elle prenne un petit peu le goût de tout ça. C'est important pour Nice qu'on continue à avoir de l'art contemporain, des performances. C'est essentiel. C'est la ville choisie par excellence pour ça. Est-ce qu'on peut changer l'ego? Celui dont la célèbre écriture est exposée dans les plus grands musées relativise la performance. J'ai arrêté de faire des performances depuis quelque temps. Ça, c'est pas une performance. Les performances, c'était quand on allait sur la promenade des Anglais, on avait décidé de manger, ou alors on allait au cinéma, on se retournait, on regardait les gens, on disait est-ce que vous êtes plus, ou alors on faisait des actions exprès. Ça, c'était la période de performance. La promenade des Anglais, les artistes l'ont toujours aimée et ça n'est pas terminé. Dix lettres et 2 tonnes de métal sont là pour le rappeler. Contre vents et marées, la baie des Anges est bien décidée à reprendre des couleurs. Les artistes qui viennent sur Nice écrivent ou peignent ou composent des chefs-d'œuvre. Quand j'avais 17-18 ans, j'avais pas beaucoup le choix de me produire dans des endroits où il fallait payer un ticket. Et grâce à la fête de la musique, j'ai pu me produire plusieurs fois sur la promenade des Anglais en amenant avec ma maman les enceintes, les platines, etc. dans quelque chose de très libre et très festif. Vous avez travaillé en nageant dans la baie des Anges? Ouais, je fais des phrases dans la... Alors pour prendre des notes, c'est pas facile. Chaque fois, on voit dans les littératures le moyen de découvrir Nice et la promenade des Anglais d'une manière complètement différente, particulière et toujours très poétique. L'affiche qui a fait connaître Nice, c'est bien celle de Matisse où on voit un palmier derrière une fenêtre et on voit dessous de la main de Matisse Nice, travail et joie. Per fuggir dal crudo artiglio, vola in grembo al cacciatore, vola in grembo al cacciatore. Dans la baie des Anges, il y a certes la promenade des Anglais, mais il ne faut surtout pas oublier la promenade des Galets. Pour l'ancienne directrice du musée d'histoire naturelle de Nice, c'est même avec ces petites pierres que tout a commencé. Un galet, pour moi, c'est la photographie d'un milieu qui remonte à plusieurs centaines de millions d'années, où la mer, finalement, a toujours fluctué, puisque les galets, ce sont des restes de sédiments qui ont été formés sous la mer il y a des centaines de millions d'années, qui se sont retrouvés en hauteur par la grâce de la tectonique des plaques, et qui reviennent à la mer par la gravité, puisque c'est là aussi un phénomène naturel d'érosion, de construction de relief. Donc pour moi, c'est aussi cette notion de cycle à laquelle nous appartenons. C'est un peu nos origines aussi. La mer du Jurassique, c'est elle aussi qui a donné naissance à des tas d'organismes. C'est ce qui a fondé finalement l'humanité. Les plages de Galets, première œuvre d'art contemporain en mouvement. Ceux-là ont été figés dans le sol, aux abords du rivage, par des artistes qui ne travaillent qu'avec des matériaux naturels. Il y a par contre des œuvres d'art en galets sur la colline du château qui s'appellent des calades. Ce sont des vieilles techniques antiques qu'on utilisait, un peu de l'art pauvre, avec des motifs parfois très simples ou parfois plus sophistiqués, et faites avec des galets qui ont l'avantage d'être à portée de main, souvent très colorés, on voit des rouges, des gris, et aussi, surtout aussi de façon à peu près standardisée qu'on peut tailler, on peut mettre en place avec
cette géométrie voulue, simple et pauvre, on va dire. Lorsque les baigneurs flottent comme en apesanteur dans un camailleux de bleu, ils ignorent sans doute que les galets qui les font danser sous leurs pieds sont capables de leur en faire voir de toutes les couleurs, ou presque. Le galet lui-même, quand il est remué, quand la mer est très agitée, il largue une espèce de liquide un peu opalescent qui rend la mer turquoise. Et donc cette couleur qu'on ne trouve pas à Antibes, parce qu'elle est liée aussi au fait que le fond sont très importants. La mer est bleue profond ici. Et puis le jour où il y a une agitation, où il y a beaucoup de vagues, le galet s'entrechoque et s'use et largue ces particules de calcaire qui font un colloïde opalescent, turquoise. Certains jours, c'est quelque chose de fantastique. Je pense que ça a beaucoup frappé les artistes parce que c'est des couleurs qui vraiment sont d'une violence et d'une beauté extraordinaire. Ce bleu baie des anges, un jour, a été capturé par le pinceau d'un artiste qui lui a donné son nom, Yves Klein. Le jeune peintre débute lorsqu'avec deux de ses amis, il découvre la promenade des Anglais. On a une histoire qui raconte que Yves Klein, Armand et Claude Pascal, qui sont encore pas du tout connus, qui sont encore adolescents, se retrouvent sur la plage pour se partager le monde. Yves Klein s'approprie l'infini bleu du ciel. À Claude Pascal, qui est poète, revient l'air, et Armand, la terre et ses richesses. Très belle couleur. Toute la peinture parisienne cherche à obtenir des couleurs comme ça. Et là, un très beau navire va passer devant nous, ne pas rater. Dans les années 60 et dans ce théâtre naturel, les promeneurs se transforment en public, un public international et toujours fidèle. Alors, les artistes font le spectacle sur la promenade des Anglais. Un jour, Pierre Pinoncelli va se jeter à l'eau tout attaché en hommage à Monte Cristo et à toutes les injustices. Pinoncelli s'est toujours mis en péril dans ses actions. De la promenade des Anglais aussi, il part en vélo pour aller à Pékin apporter un message de paix à Mao. Et il le fait. Il est simplement bloqué à la frontière chinoise, parce qu'il n'a pas le visa qu'il faut. Du coup, il redécide d'aller devant l'ambassade de Chine à Paris et se marque le visage au fer rouge. Il brûle le message de Mao. Mais tout commence sur cette promenade des Anglais. Il faut bien se rappeler qu'au début des années 50, il n'y a pas du tout d'espace dédié à l'art contemporain dans la région. Donc les artistes, ils se retrouvent où? Au magasin de Ben, dans quelques galeries, mais qui sont encore conservatrices. Et finalement, c'est les bars et la rue. Et donc la rue, c'est la prom, c'est là où on se retrouve le soir pour discuter politique, société, etc. L'un des plus agités des agitateurs de conscience, c'est Ben. Né à Naples, l'artiste s'installe à Nice dans les années 60 et multiplie les performances, le nom que l'on donne lorsque les œuvres sont en fait des actes. Moi, Ben, j'ai tout signé. L'art est aussi de ne pas faire de l'art. L'art est de tout changer. L'art est de faire aussi comme d'habitude. Mon théâtre, c'est de boire un verre d'eau sur scène. Ma sculpture, c'est de ramasser tout ce qui se trouve à mes pieds. Ma peinture, c'est de signer les tableaux des autres. Mon cinéma, c'est de dire « regardez ». Je m'étais beaucoup posé des questions sur qu'est-ce que l'art, à quoi sert l'art et qu'est-ce que c'est le théâtre. Et en fin de compte, je m'étais dit le théâtre, c'est de vouloir dire tout simplement regardez-moi s'il vous plaît. Alors je me suis dit, bon, au lieu de leur faire des grands, ce soir, mon cœur qu'ils font pour toi, je vais leur dire regardez-moi, cela suffit. Puisqu'en fin de compte, l'histoire de la performance n'est qu'une histoire d'ego. Mais aussi un message. Et le message que je voulais transmettre, c'est qu'il y a de l'ego derrière tout. Et quand Ben veut faire réagir sur les conséquences d'un ego démesuré, c'est simple. Il s'installe sur la promenade des Anglais et écrit « Je me regarde dans un miroir en espérant changer ». Il y avait ce problème-là aussi, parce que je me rappelle, la promenade des Anglais était longue et il y avait des coins où on discutait politique. Et il y a des coins où on faisait la performance. Et on avait envie de se poser des questions. De se poser des questions sur l'art, sur l'humanité, sur tout. Je crois que c'était un lieu de débat assez important,
le promenade des Anglais. Moi, je me rappelle le jour où j'avais pris Jean-Marie Leclésio, je lui avais dit viens discuter avec François Fontan. Et François Fontan était là et ils ne se sont pas disputés, mais ils n'étaient pas d'accord. Et ça me plaisait. Ça me plaisait. Moi, j'aime bien quand les gens ne sont pas d'accord l'un avec l'autre, parce que ça leur permet de se laisser aller et de discuter. Sinon, si tout le monde est d'accord avec un verre de champagne à la main, c'est nul. Scène de spectacle pour les uns, la prom devient source d'inspiration pour d'autres. Face à la mer, au Festival du Livre de Nice, on trouve sans difficulté des auteurs qui ont du mal à s'en passer. Didier Van Kovlart est né tout à côté sur le cours Saléa. Karine Marais y situe l'intrigue de son premier polar. À chaque écrivain, son histoire avec la Baie des Anges. Il y avait cette explosion de lumière quand on arrivait, et d'odeurs et de saveurs. Voilà, j'ai eu un rapport à la fois de proximité et puis de vie commune. Et puis après à distance, quand je suis parti à Paris, de fantasmes à distance. C'est vrai qu'il y a une racine de rêve, d'art de vivre, d'inspiration aussi, parce que je nage beaucoup et je peux travailler 15 heures par jour, mais c'est pas tout le temps au bureau, c'est aussi en nageant, en marchant dans la forêt. Dans son roman, cet auteur choisit comme scène de crime l'ex-casino, entièrement détruit par un incendie, reconstruit, puis démantelé pendant la guerre. L'idée, c'était vraiment de faire une promenade à travers Nice pour découvrir le patrimoine de Nice. Et là, on retrouve un homme dans la Méditerranée, parmi les vestiges du casino de la Jetée-Promenade. Et ça permet de construire une enquête autour de l'histoire du casino de la Jetée-Promenade, de l'histoire de la promenade des Anglais, du tourisme d'hiver à l'époque. Voilà, de retrouver un Nice une ville un peu plus énigmatique que d'habitude. A été attribué au 8e tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé La vie devant soi. Un autre homme mystérieux, Émile Ajar, l'un des pseudonymes du romancier Romain Gary. Le futur prix Goncourt arrive à Nice de Russie avec Mina, sa mère. Elle voit en la France la Baie des Anges et ses palaces, le lieu idéal pour la réussite de son fils. Ils arrivent en gare de Nice et la première chose qu'ils font, une fois qu'ils ont posé leur valise, Romain Gary va sur la promenade pour se baigner. Donc il y a cet attachement vraiment à la Méditerranée qui va se poursuivre jusqu'à la fin de son existence. Et donc le Negresco, qui est un lieu emblématique de la promenade, où il a lui-même travaillé d'ailleurs très brièvement en tant que garçon d'étage. Alors lui était garçon d'étage, sa maman vendait des objets dans une vitrine en espérant faire fortune. Voilà, c'est ça. Ah oui, elle a toujours espéré faire fortune. Elle était venue avec quelques petites choses, un peu d'argenterie qu'elle essayait de vendre sur le cours Saléa. Ça ne marchait pas très très fort. Bon, après, leur situation s'est quand même améliorée. Et quand ils ont un petit peu d'argent, ce qui n'est pas très fréquent malheureusement, mais quand ça arrive, voilà, qu'il y a un peu plus d'argent que prévu, un peu plus d'argent que pour le nécessaire vraiment de quotidien, ils vont à l'Hôtel Royal pour écouter l'orchestre de Tzigane. Et là, évidemment, ça leur rappelle des souvenirs, parce que l'orchestre de Tzigane, c'est la Russie, c'est les destins entravés, c'est les duels, c'est le champagne, c'est la garde, etc. Donc ce sont des souvenirs d'une grande Russie qui n'existe plus, puisqu'il y a eu la révolution russe entre-temps, mais des souvenirs voilà, qui sont très importants pour Romain Gary et sa mère, puisque ce sont leurs racines. Et d'ailleurs, quand ils écoutent cet orchestre de Tzigane, Romain Gary dit « Ils étaient pour elle tout ce qu'il y avait de plus romantiquement dépravé au monde ». Ce destin rêvé par sa mère, Romain Gary va le réaliser. Naturalisé français en 1935, il combat pour la France comme aviateur, rejoint la résistance puis devient diplomate. Enfin, sous de noms différents, il obtient 2 fois le prix Goncourt, une première et unique performance à ce jour. Son livre autobiographique La promesse de l'aube est adapté au cinéma par Jules Dassin. Alors pourquoi La promesse de l'aube, ce merveilleux roman de Romain Gary? Vous l'avez dit. Uniquement pour ça. Vous l'avez dit. Je trouve un livre fascinant, drôle, tendre, sauvage.
Vous avez sans doute rencontré Romain Gary. Oh oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a pensé alors de l'adaptation que vous avez faite de son roman? Il m'a fait des compliments. Et confiance. Je crois, j'espère. Je vous remercie. Merci. Tchekhov, Scott Fitzgerald, Jules Romain, Colette, Modiano, Le Clésio. Pendant 2 siècles, les plus grands auteurs écrivent leurs plus grandes œuvres sur la promenade des Anglais. Nietzsche y concevra même une partie d'Ainsi parlait Zarathustra. Une terrasse au sommet de la baie des Anges porte toujours son nom. À quelques années près, il aurait pu rencontrer Berlioz. Lui, il compose ses symphonies sous cette terrasse, dans une tour du quartier des Ponchettes. Est-ce que vous savez pourquoi Berlioz a écrit en habitant Tour Bellanda? Non, non. Ben, parce que Berlioz revenait à Nice et il avait loué une chambre à l'Hôtel Suisse. Et à cette époque, on faisait quelque chose qui n'existe probablement plus aujourd'hui, qui s'appelle du surbooking. C'est-à-dire que sa chambre était occupée par des Anglais. Et donc, le propriétaire de l'Hôtel Suisse a dit, ben, nous, on a une annexe qui est cette tour. Ben, écoutez, on va vous mettre un lit. Et donc, Berlioz est allé dans cette tour et finalement, il a écrit dans ses souvenirs, qu'il appelait Souvenirs d'Italie, nous sommes avant 1860. Il n'était pas en France, il était dans le comté de Nice. Et Berlioz raconte qu'il écoutait le bruit des vagues aux Ponchettes. Et toujours sur Berlioz, il se promenait ici, il écoutait le bruit des vagues et puis il écrivait sa musique. Le Roi Lear. L'ouverture du Roi Lear a été écrite ici et il y avait un douanier qui le regardait avec son papier. Donc le douanier dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes en train de prendre des plans pour que la flotte anglaise vienne. Il dit, non, non, je fais de la musique. Et le douanier a dit, mais écoutez, je ne suis pas bête, d'ailleurs je suis douanier. Peut-être. On n'écrit pas comme ça, il faut un piano pour composer. Vous n'avez pas de piano, donc vous êtes en train de dessiner. Prenez vos papiers et partez de Nice. Et Berlioz est parti de Nice parce qu'il était soupçonné de faire des plans pour un débarquement à Nice. Berlioz quitte donc la baie des Anges sur une fausse note. Un siècle plus tard, Matisse choisit à son tour de s'installer dans ce quartier. C'est son 3e appartement sur la promenade des Anglais, toujours vu sur les palmiers, de cette maison au creux jaune, au bout du célèbre cours Saléa. Le dernier étage avec le balcon côté mer. La plupart des odalisques qui sont parmi les tableaux les plus chers du monde ont été peints quand même ici, dans ce 4e étage. Matisse est resté ici parce qu'il a été obsédé par notre lumière. Toute sa vie, il a aimé notre lumière, qu'elle soit claire, qu'elle soit... C'était la lumière et la couleur. Les tableaux de Matisse, le public peut aujourd'hui les voir à quelques kilomètres de la promenade des Anglais, dans ce musée qui porte son nom. Parmi les œuvres présentées, un rivage gris tempête, la météo le jour de son arrivée. Ce qui était paradoxal avec ce tableau, c'est qu'il pleut et c'est la tempête. Et je pense que c'est justement ça qui l'a intéressé. C'est ce temps, cette grisaille, et donc quand il parle de la lumière de Nice, c'est pas forcément, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément le soleil, c'est aussi ces nuances de gris, c'est toute cette nuance de lumière, c'est ça qui l'intéresse, c'est si vous voulez, ces amplitudes lumineuses qui sont très très grandes, et c'est ça qui le fascine dès le départ. Pendant la guerre, ce peintre de la lumière qui, derrière ses persiennes, capture les visages de la prom, va devenir le peintre de l'espoir. En 1941, le poète Aragon vient le rejoindre pour lui demander un service. Aragon, donc, juste après la drôle de guerre, arrive à Nice et il commence à mettre en place un réseau de résistance. Et ce réseau de résistance passe aussi par la poésie et par une revue qui s'appelle Poésie 41 d'abord et ensuite Poésie 42.
Et donc c'est le groupe des poètes casqués qui met en place cette revue. Et ils cherchent à illustrer. Et bien sûr, Matisse est déjà évidemment très connu. Et ils ont l'idée de demander à Matisse des illustrations. Et Aragon, c'est à cette occasion qu'Aragon vient voir Matisse, rend visite à Matisse. À ce moment-là, Matisse devient une des figures majeures de cette lutte pour la liberté. Et figure majeure qui prend place aussi beaucoup dans les médias américains pendant la guerre. C'est Matisse qui est le symbole, qui devient le symbole de la liberté. Si la lumière de la baie des Anges attire les peintres, la foule des promeneurs et ceux qu'ils cachent fascine les réalisateurs. En 1958, Agnès Varda, futur symbole de la nouvelle vague, plonge sa caméra sur la Côte d'Azur pour en saisir tous les aspects et les excès. Nice n'est pas épargnée. Notre sujet, c'est la foule. Ce sont les touristes, les curieux, les émigrants, les amateurs, les passagers qui découvrent un jour cette côte et s'y assemblent pour épuiser leur temps de liberté. En 40 ans, Nice a passé de 100 000 à 240 000 habitants et 104 762 dormeurs importés la surpeuplent chaque nuit. Agnès Varda, du côté de la côte, c'est un vrai bijou cinématographique. Agnès Varda, à l'époque, est une jeune cinéaste, c'est en 1958. Elle a déjà une certaine renommée et l'Office de tourisme de la Côte d'Azur lui commande un petit film à destination commerciale pour mettre en valeur les atouts de la Côte d'Azur. Et en fait, elle va s'emparer avec délice de cette commande, mais aussi avec une certaine subversion. C'est-à-dire qu'elle va répondre à la commande, mais par des chemins de traverse, et montrer à la fois évidemment les beautés de la Côte d'Azur et ce qu'on en attend, le soleil, la plage, une certaine culture, certaines traditions, mais en même temps qu'elle va regarder avec un œil plein d'humour, de malice et d'impertinence de la jeunesse. Et elle va aussi souligner, mais avec beaucoup de délicatesse et vraiment un parti pris cinématographique très fort, et bien tous les revers aussi de ces éléments touristiques. Et ce film, en fait, est très pop. Il est très jeune, il est très frais, il est très impertinent. Ce regard impertinent sur la prom, un jeune réalisateur l'a déjà posé 30 ans plus tôt. Niçois, il s'appelle Jean Vigo. Il a 24 ans et avec une désarmante simplicité filme les dessous du carnaval par exemple et l'envers du décor dans un film devenu depuis une référence. C'est du cinéma d'auteur, c'est un court-métrage. Un court-métrage qui montre la promenade des Anglais, le carnaval, l'entrée des palaces. Et c'est un film assez formidable, fait absolument sans aucun moyen, avec un caméraman et puis Vigo. Et il y a une chose assez célèbre, c'est qu'une scène devait être tournée dans un casino. Et Vigo n'a pas eu l'autorisation de tourner dans le casino. Alors ce qu'a fait Vigo, eh bien, il a réalisé cette scène avec des petites poupées. Et les petites poupées rentraient dans le casino et la façon dont a tourné Vigo, eh bien, on s'imagine que c'est des êtres humains qui rentrent dans le casino et non pas des poupées. En hommage à Jean Vigo, en 1995, 7 cinéastes réalisent à leur tour un court-métrage sur Nice et la baie des Anges. Costa Gavras, dont l'épouse est niçoise, est sollicité. Il choisit de filmer un meeting de l'extrême droite qu'il appellera « Les Cancobales ».
je voudrais montrer quand même ces personnes-là, qui étaient vraiment des concomballes. Vous savez, ça veut dire concomballe. Vous allez me le dire. Oui, mais ça avait un sens. Alors je disais à mon beau-père, Jean Ray, ça veut dire quoi concomballe? Qu'est-ce qu'un concomballe? Il disait c'est un animal qui a une tête devant, une tête derrière. Alors il disait comment il fait caca? Il dit il ne fait pas caca. C'est pour ça qu'il est méchant. Et pourquoi avez-vous choisi ce thème justement d'un meeting du Front National? Parce que je voulais montrer, il y avait à l'époque quelqu'un de très important qui était maire de Nice et qui allait entre le Front National et puis la droite, comme ça, il allait d'un côté à l'autre. Alors, d'ailleurs, j'ai fait le film muet. On n'entend pas le discours, on n'entend rien du tout, on voit que des visages. Donc c'était ça, c'est démontrer ces personnes-là qui célébraient en temps présent, qui célébraient Le Pen. Or, on savait tous que Le Pen, ce n'était pas le personnage le mieux. La promenade des Anglais, enfin, c'est une terre d'accueil pour les musiciens. En 1948, Louis Armstrong est le premier invité du premier festival de jazz. En bord de mer, c'est l'opéra qui en sera l'écrin. En 1971, Oscar Peterson joue pour la première fois au Théâtre de Verdure. Un siècle plus tard, à l'été 2016, c'est un autre maître de la musique, électro cette fois, qui doit se produire dans ces lieux de fête. Mais le concert est annulé. Meurtri, la promenade est réduite au silence. Depuis, des cylindres de métal blanc ont poussé au milieu des palmiers. Et un an après, c'est décidé, le Niçois revient et la fête aussi. Il y a plusieurs symboliques pour la date de Nice, le 26 juillet. C'est, pour ma part, en tous les cas, c'est déjà un grand honneur de pouvoir jouer dans ma ville natale. Et l'autre symbolique, c'est vrai qu'il y a eu ces événements l'an dernier où on a dû annuler ce concert. Et on va mettre bouchée double cette année et on va faire 2 fois plus la fête. À l'aube de l'été 2017, érigée comme un symbole au sommet de sa courbe, la baie des Anges porte un message clair. Touriste ou artiste, elle cultive, c'est sa nature, un indéfectible art de vivre. So I say it to you, like the French people do. Because it's oh so good.